Les femmes du monde entier sont à l'honneur ce 8 mars à l'occasion de la 160e journée internationale de la femme. Au plan national, le 8 mars est célébré sous le signe de la promotion de la valeur humaine et la lutte contre l'exclusion sociale dont les premières victimes sont des femmes. L'ambiance de la cérémonie officielle dès le début de ce journal. Et puisqu'on parle de femmes, dans cette édition, nous irons dans la Nyanya pour constater la situation des femmes sur les sites d'orpaillage. Ces femmes qui se lancent dans l'exploitation artisanale de l'or après les travaux champêtres sont victimes de violences de toutes formes et sont de plus en plus exposées à des risques sur le plan de leur santé. Dans l'actualité également, 2 commissions d'enquête parlementaires ont été mises en place par l'Assemblée nationale. Ces commissions vont travailler sur le fonctionnement du système de l'enseignement et celui de la santé. Les enquêtes que ces 2 commissions vont mener s'inscrivent dans le cadre de la mission de contrôle de l'action gouvernementale par l'Assemblée nationale. À l'étranger, Washington a commencé à déployer un bouclier antimissile en Corée du Sud. Les États-Unis agissent ainsi en réponse aux nouveaux tirs de missiles effectués récemment par la Corée du Nord en mer du Japon. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. Cela dit, ce 8 mars, la communauté internationale commémore la 160e journée internationale de la femme. Au plan national, la cérémonie officielle du 8 mars s'est tenue sur l'avenue de l'indépendance de Ouagadougou. Thème de cette journée, la valeur morale de la personne humaine et la responsabilité des communautés dans la lutte contre l'exclusion sociale des femmes au Burkina Faso. Le point de la cérémonie avec Nongba Kouda et Nyarkiteda. Les différentes communautés ont rendez-vous sur le boulevard de l'Indépendance ce 8 mars pour commémorer la 160e journée internationale de la femme. Le moment est unique et donne l'occasion de focaliser toute l'attention sur les conditions féminines. Du haut de la tribune, les représentantes des femmes, du maire de la commune de Ouagadougou et des partenaires techniques et financiers ont mis à nu les problèmes de la femme burkinabé. 926 personnes exclues sociales, pour la plupart des femmes, ont été enregistrées en décembre 2016, rapportent les intervenants. Il est alors temps d'agir. La persistance des actes de violence caractérisés notamment par l'exclusion, par allégation de sorcellerie, pour avoir refusé un mariage forcé ou précoce, pour grossesse avant mariage, nous interpellent tous au renforcement des actions de prévention, de dénonciation, de répression et de réparation afin que les femmes puissent vivre paisiblement dans un État qui se veut démocratique, responsable et respecté. Le choix du thème de la célébration placé sous le signe de la lutte contre l'exclusion sociale des femmes portée par les communautés elles-mêmes annonce déjà les couleurs selon la ministre en charge de la promotion de la femme. Au-delà de la thématique, des tests sont pris et les femmes sont accompagnées selon Laure Zongo qui se réjouit de la mise en œuvre des recommandations de 2016. Sur les 25 recommandations formulées en 2016, nous pouvons dire que 15 ont été entièrement mises en œuvre, 5 sont en cours de réalisation et celles qui n'ont pas pu être mises en œuvre seront reconduites et suivies au cours de cette année 2017. Mon département ne ménagera aucun effort pour la coordination et le suivi de la mise en œuvre des recommandations qui seront formulées cette année. Une vingtaine de femmes, d'associations ou de groupements œuvrant pour le bien-être des femmes ont reçu la médaille de chevalier de l'ordre du mérite burkinabé à la cérémonie officielle de commémoration du 8 mars. Une cérémonie dont le clou a été la grande parade, une parade animée essentiellement par des femmes civiles, militaires et paramilitaires. Et comme vous l'avez vu, c'est l'épouse du chef de l'État, Mme Sika Kaboré, qui a présidé la cérémonie nationale de la Journée internationale de la femme. Pour elle, il est temps de passer à l'action si l'on veut venir à bout de l'exclusion sociale au Burkina Faso. D'ailleurs, elle s'engage à œuvrer davantage pour la promotion de la femme burkinabé. On écoute Sika Kaboré au micro de Nyarkiteda. Parlant d'exclusion des femmes au Burkina Faso, je pense que chacun de nous pense immédiatement aux femmes bannies de leur communauté et que nous avons qu'on a l'habitude de surnommer femmes mangeuses d'âmes, femmes sorcières,
Et il s'agit là d'une pratique traditionnelle que je qualifierais de féodale et néfaste, parce qu'elle ne vise pas à promouvoir la femme burkinabé. Et mon engagement aujourd'hui est de contribuer aux côtés de nos autorités, aux côtés du ministère de la Femme, à mettre tout en œuvre afin que chacun d'entre nous puisse comprendre le tort que nous faisons ainsi à nos mamans, à nos sœurs, à nos filles, en faisant perdurer cette pratique. Il est de notre devoir à tous et à chacun de contribuer à faire cesser cela. Chacun à son niveau peut y contribuer. Moi également à mon niveau, je ferai de mon mieux pour que cette pratique n'ait plus cours dans notre pays. Dans la région des Hauts-Bassins, c'est la commune rurale de Kangala, dans la province du Kénédougou, qui a abrité la cérémonie commémorative du 8 mars 2017. Discours et défilés ont constitué les temps forts de cette cérémonie. Une invite a été faite pour l'abandon des vieilles pratiques qui conduisent à l'exclusion de la femme. Le reportage de Lamine Karantao et Ali Traouri. La commune rurale de Kangala dans le Kénédougou, capitale des Hauts-Bassins pour la célébration de la Journée internationale de la femme 2017. Cette journée qui a drainé les fils et filles de la localité est une occasion de communion, mais aussi un moment pour réfléchir sur la situation de la femme. Dans tous les centres d'accueil et des cours de solidarité, nous observons des personnes victimes d'exclusion sociale, majoritairement des femmes. Non seulement ces femmes n'ont aucun statut économique, elles ne bénéficient d'aucune protection, elles sont délaissées, abandonnées, sans repères, sans abri et au mépris des valeurs et éthiques sociales devant guider la vie en société. À la tribune, les différents intervenants sont revenus sur la situation de la femme, précisément celle rurale. Ils ont également pris l'engagement d'œuvrer en faveur de l'autre moitié du ciel et inviter la population à se pencher sur le thème qui porte sur l'exclusion de la femme. Une femme qui réussit, derrière elle, c'est toute une famille qui réussit. Parce que d'abord, l'éducation à la base, c'est la femme. Donc une femme qui est éduquée a les réflexes pour pouvoir éduquer ses enfants dans la même direction. Donc il est important donc, que dans la dynamique aujourd'hui du plan national de développement économique et social du Burkina, qu'on donne une bonne place à la femme. S'engage, comme elle l'a toujours fait depuis le 2008, de se positionner à côté du gouvernement pour que l'électrification rurale, qui est une priorité du gouvernement, puisse être propagée dans tout le monde rural. En ce sens, ce qui permettra donc à nos mamans, à nos braves femmes, de pouvoir donc voir leurs conditions de vie améliorées. La remise des présents, la parade civile et militaire et un repas communautaire ont ponctué cette cérémonie. Rendez-vous est donné en 2018 dans le Tuy pour la célébration du 8 mars pour le compte des Hauts-Bassins. La fistule obstétricale est l'une des maladies très souvent à l'origine d'exclusion sociale pour de nombreuses femmes au Burkina Faso. Heureusement qu'il existe dans notre pays des structures qui accueillent les femmes victimes de cette maladie et qui les accompagnent à retrouver leur intégrité physique et morale. La Fondation Rama fait justement partie de ces structures qui fait mieux en soutenant également les femmes souffrant de fistules dans l'apprentissage de métiers. Découvrons ce modèle de réinsertion sociale dans cet élément de Nongba Kouda et Sanoua Christine Koulibaly. Il y a 12 ans, Salimata Ouattara vivait à Bérégadougou sa vie d'adolescente faite d'insouciance. Une insouciance qui va vite faire place au drame quand son père décide de la retirer de l'école puis de la donner en mariage à l'âge de 13 ans. La suite, c'est elle qui nous la raconte. À 14 ans, j'ai tombé enceinte. Donc, quand je suis tombée enceinte, dès l'accouchement, c'était trop difficile pour moi. Faire un long travail, je n'ai pas pu accoucher seule. Et c'était césarienne aussi que j'ai fait. Et je suis tombée malade de fistule. Mariage précoce, première grossesse mal suivie, un accouchement mal fait, avec comme corollaire une fistule obstétricale. Le scénario est le même pour Colette Karambiri, qui fut purement et simplement rejetée par sa belle famille.
Quand j'ai eu la fistule, ma belle famille m'a fait comprendre qu'elle ne pouvait plus me garder. J'ai rejoint mes parents, mais il y avait beaucoup de personnes dans la maison de ma mère et je ne pouvais pas y rester. Ces moments d'abandon et de rejet, la plupart des 67 femmes accueillies par la Fondation Rama l'ont connu à cause de leur mal. Quand ces femmes arrivent ici, psychologiquement elles sont atteintes parce que ces femmes, on les accuse de mangeuses d'âmes, de sorcières, les mélangeuses de grossesse. Donc ça déjà, ça les marque. Et sur le plan santé aussi, elles arrivent ici toutes animées et elles ont des démangeaisons. Parce que quand on parle d'urine, c'est de la potasse. Et la fistule se présente comme une communication entre la vessie et le vagin ou entre le rectum et le vagin. Et cela se caractérise donc par une perte permanente, soit des urines, soit des selles, ou les deux à la fois, en fonction de la situation où se trouve la fistule. Et depuis quelques années, l'État accompagné de ses partenaires prend en charge les fistules obstétricales. La femme ne paye absolument rien. Les coûts sont supportés par l'État et ses partenaires. Pour une fistule où la destruction est minime, vous comprenez bien que le traitement est plus facile. Mais quand la destruction est très étendue, le traitement est beaucoup plus difficile et il faut une grande reconstruction pour pouvoir avoir une vessie et un urètre de bonne capacité qui permettent quand même d'avoir des mictions normales. Une à plusieurs interventions sont nécessaires à certaines patientes pour recouvrer la santé. Et Salimata Ouattara en a subi 6, 5 au Burkina et 1 en Turquie. Mais son mal semble très complexe. Quand je suis partie à Turquie, ils ont soigné fils là, ça va. Mais le professeur m'a dit encore que c'est pas toujours fini. Et je lui ai demandé, c'est pas encore fini que oui. Je lui ai dit, mais il y en a quoi encore? Il m'a dit que le vagin est tellement détruit. Si c'est pas en Amérique, il ne peut pas soigner ça pour moi. Donc je suis retournée, je suis venue, ça fait 1 semaine de cela. Et maman me dit, non, faut pas t'inquiéter. Grâce à Dieu aussi là, ça aussi ça va aller. Et aujourd'hui, elle a juste besoin du billet d'avion pour se rendre en Amérique. En attendant, la fondation tente de lui redonner goût à la vie, elle et toutes les autres pensionnaires. La fistule obstétricale, le vrai problème, c'est la pauvreté. Donc nous avons trouvé que c'était intéressant, que nous essayons vraiment d'accompagner ces femmes-là avec des formations de leur choix. On ne t'oblige pas, mais c'est toi qui choisis. Là, pour le moment, c'est la maraîchiculture, et le tissage, la savonnerie et puis bientôt la couture. Une formation professionnelle base de leur autonomisation économique, chose nécessaire à leur réinsertion sociale. Et dans le cadre de la commémoration du 8 mars, nous vous proposons depuis quelques jours des séries de portraits de femmes battantes. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir une femme qui s'est lancée dans la transformation des produits alimentaires locaux. Avec une vingtaine d'années d'expérience, elle partage son savoir-faire avec ses sœurs réunies au sein d'une association. Et on peut dire que cette association fonctionne bien puisque les adhérentes arrivent à tirer suffisamment profit de leurs activités. Gérard Somé et Mounira Keri. La cinquantaine bien sonnée, Pauline Zungrana est au four et au moulin. Transformatrice de produits locaux depuis les années 91, elle a connu bien de preuves dans sa vie. À l'époque, Pauline ramassait les cailloux pour nourrir sa famille. Je vendais le sable et les cailloux. Je vendais aussi de l'eau aux maçons. Mais aujourd'hui, quand je vois un regroupement de femmes, mon vœu c'est de les aider à sortir de la misère. Cette misère, Pauline ne la souhaite à personne. C'est pourquoi elle a réuni les femmes autour de l'association Bobéonéré pour d'abord les sensibiliser et ensuite les guider vers l'indépendance financière. Depuis donc 2 ans, ces femmes issues de 8 villages de la commune d'Imasco à 45 km de Koudougou se réunissent ici pour mener des activités rémunératrices. Nous préparons de la bière locale. Nous faisons aussi du soumala et du beurre de karité.
Elle nous a montré un travail qui bénéficie à toutes nos familles, surtout dans l'éducation des enfants. Pauline Zongrana n'a jamais mis pied à l'école. Cela ne l'a pas empêchée de réussir sa vie. Elle appelle alors les femmes à ne jamais s'apitoyer sur leur sort et à toujours se battre pour un meilleur avenir. Quand tu t'apitoies sur ton sort, tu ne peux rien réaliser de bon. Je ne suis pas riche, mais j'ai aidé beaucoup de femmes avec mes connaissances, malgré le fait que je n'ai jamais mis pied à l'école. Pauline aide beaucoup nos femmes et nos filles. C'est un grand soutien pour le village et je souhaite qu'à l'avenir, une autre femme prenne la relève. Au-delà du Sombala, de la bielle locale et du beurre de karité, les vœux de Pauline et de toutes ces femmes, c'est de parvenir un jour à intégrer dans leur association d'autres activités comme la culture maraîchère et le tissage. Et elles sont de plus en plus nombreuses, les femmes qui se lancent dans des métiers longtemps exercés par des hommes. Mariam Ouedraogo est dampériste, c'est-à-dire opératrice et conductrice d'engins lourds dans une société minière de la place. À 27 ans, elle exerce son métier au milieu d'une trentaine d'hommes. Elle nous partage son expérience dans ce reportage signé Irénée Kabouré et Herman Nestor Toui. Le jour même que j'ai mis mon pied même dans cette mine, les gens même me regardaient que qu'est-ce que celle-là là, est-ce qu'elle va pouvoir conduire? C'est là que débute la carrière de la jeune dame Mariam Ouedraogo en juin 2015. Aujourd'hui, à 27 ans, Mariam est dampéreuse au milieu d'une trentaine d'hommes. Un travail qui démarre chaque fois par des petits conseils d'usage. Par la suite, Mariam et ses coéquipiers procèdent à un contrôle externe et interne de leur engin, question de se rassurer de son bon état. Une fois fini, cette phase de vérification commence le travail proprement dit. Dès qu'on démarre comme ça et puis on rentre dans la fosse, on travaille à le pélis qui nous charge. Souvent quand c'est l'or, on ramène ça ici. Et quand c'est ouest là, ça veut dire que la terre, il n'y a pas de l'or. Là on part mettre ça dans un autre côté. Un travail passionnant qui demande beaucoup de courage et aussi d'ardeur. Franchement dit, c'est pas facile. Il faut avoir le courage, surtout parmi les hommes. Souvent aussi les hommes ne veulent pas que les femmes les dominent. Mais moi je me laisse pas aller. Hein. Franchement dit, je suis la seule. Je me donne à fond. Des fois même eux-mêmes ils m'encouragent que mais la fille là elle est courageuse. Surtout quand elle fait poste de nuit. Elle ne sommole pas, même si je sommole, mais ce n'est pas comme ça. Je me constate pour ne pas avoir un accident. Si je monte, je n'ai pas en tête que non, quelqu'un va me remplacer. À l'aide d'un poste récepteur installé sur chaque dampeur, les différents membres de l'équipe communiquent entre eux afin de faciliter le travail qui comporte souvent des risques. La fosse là même, il y a un côté même qui est cassé, qui a des chutes de pierre. C'est cassé même carrément. Dès que vous rentrez, il ne faut pas aller coller à ce côté-là. Souvent c'est la nuit, sur le West Dam, nous sommes certainement à une hauteur élevée. Et pendant le dumping, c'est-à-dire ils font la marche arrière, ils font le dumping et le risque de sommeil quand il fait tard. Et le risque de patinage quand les rampes sont très mouillées. Dans une ambiance familiale et avec un esprit d'équipe, Mariam et ses coéquipiers travaillent de jour comme de nuit sous l'œil vigilant d'un superviseur. Je n'aime pas faire des rancunes avec eux. Je fais mon travail, je m'amuse avec eux. Eux aussi m'amusent avec moi. Je suis devenue comme leur petite sœur. Nous sommes comme ma famille ici. C'est notre sœur, c'est notre petite sœur. Et on travaille ensemble, il n'y a pas de problème. Je la traite comme tout le monde, pas de différence. Je ne veux pas dire que c'est une fille, elle doit aller faire ça, c'est un garçon, elle lui doit aller faire. Non. Mariam Ouedraogo demeure optimiste et pense que les femmes peuvent exercer les mêmes métiers que les hommes. Elle invite donc ses sœurs à travailler aux côtés des hommes pour contribuer au développement de leur nation. Dans la province de la Nyanya, c'est un autre constat que l'on peut faire sur la situation des femmes dans les sites d'or. Dans cette province, bon nombre de femmes s'adonnent à l'exploitation artisanale de l'or. Malheureusement, c'est une activité qui présente pour elles plus d'inconvénients que d'avantages. Les femmes sur les sites d'orpaillage dans la province de la Nyanya, en plus de la souffrance physique, subissent quotidiennement d'autres formes de violence. On fait le constat au site d'orpaillage de Guitoarga dans la commune de Piela. Amidou Lankwa
Kwandé, Dahandi Banga et Mahamadi Ouedraogo. Le site d'orpaillage artisanal de Guitoarga dans la commune de Piela a l'allure d'un marché. Rachel Namwano vit dans ces lieux depuis 2 ans. Son quotidien, concasser les pierres en petits morceaux et laver les résidus du minerai. Avant, on ne souffrait pas. Notre travail était de s'asseoir sur les hangars et les orpailleurs venaient nous donner les minerais à laver. Maintenant, il faut acheter les débris pour relaver soi-même. Beaucoup de fois, on travaille à perte ou bien il faut trouver beaucoup d'argent pour du cyanure. Actuellement, le travail est trop difficile. Malgré les difficultés liées à ce travail, bon nombre de femmes s'y accrochent pour des raisons d'ordre économique. On est venu chercher l'argent pour que ça aide notre famille. Au village, c'est la souffrance. Si tu as trop d'enfants que tu n'arrives pas à les nourrir, tu es obligé de chercher là où te rendre pour t'en sortir. Accompagnés de leurs enfants, certains dorment sous des hangars construits à la sauvette, sans même se soucier de la qualité de leur nourriture et de l'eau de boisson. Conséquence, elles sont victimes de toutes sortes de violences. Un jour, il y a une femme qui dort de l'autre côté là. Et puis, l'homme est venu la nuit. Il dit qu'il l'aime. Et puis, la femme est refusée. Il a pris un marteau, il tapait sa nuit. Et puis, le sang là, ça coule comme ça. On a pris femme là, partie à pied là. Les gens de pied là disent qu'ils n'ont qu'à partir à Fada. Ils sont partis à Fada. Maintenant, ils sont à Ouaga. À ces violences s'ajoutent les risques de contracter les maladies. La plupart du temps, les femmes qui viennent, elles viennent beaucoup plus pour des problèmes, je dirais, d'infection. Ce qu'on appelle communément les IST. Quand on remarque une femme qui vient, qui se plaint, voilà, de ce genre de problème, automatiquement on lui demande est-ce que tu ne travailles pas dans un site d'orpaillage. Et souvent la réponse est positive dans 90% des cas. À la direction provinciale de la femme, de la solidarité nationale et de la famille de la Nyanya, le responsable du service de la famille et du genre justifie cette ruée des femmes vers le métal jaune par la pauvreté et le manque d'activités génératrices de revenus. Selon Joël Mano, des actions de sensibilisation se mènent sur les différents sites d'orpaillage artisanaux en vue de contrer ce phénomène qui entrave le développement de la région de l'Est. Autre chose à présent, mais nous restons dans le domaine de l'exploitation artisanale de l'or pour parler de son impact sur l'économie du Burkina Faso. Une étude a été réalisée sur le sujet par l'ORCAD. L'ORCAD, c'est l'organisation pour le renforcement des capacités de développement. Et cette étude, qui a également porté sur l'agriculture familiale, a été menée dans 2 localités du sud-ouest et des Hauts-Bassins. Elle a permis d'identifier les difficultés qui entravent les 2 secteurs et d'envisager des solutions pour lever ces difficultés. Des précisions avec Kwale Nebié et Estelle Judith Assorba. L'étude a été menée sur 2 sites d'exploitation artisanale de l'or d'Arkadougou dans la région du sud-ouest et de celui de Kiendjoso dans les Hauts-Bassins. Elle a permis de faire une analyse comparée de l'apport de l'agriculture familiale et de celui de l'exploitation artisanale de l'or dans l'économie du Burkina Faso. L'agriculture familiale se meurt aujourd'hui petit à petit, parce que les jeunes ne veulent plus cultiver, parce que également l'État n'a pas encore créé les conditions qui favorisent leur emploi. Donc ils préfèrent aller là, ils peuvent trouver leur petit pain. Et en ce moment, quand l'or va finir, je ne sais plus qu'est-ce qu'on va manger. Il est question ici de partager ces informations collectées sur le terrain avec les autres acteurs du secteur de l'environnement, de l'agriculture et des mines. Nous avons des amis venus du Ghana qui ont fait le même travail au Ghana. Et ce type de travail a été fait également en Sierra Leone. Nous allons mettre ensemble les expériences. Et s'il y a des bonnes pratiques, on peut s'en inspirer également. Il s'agit pour les commanditaires de cette étude d'interpeller tous ces acteurs ainsi que l'État sur cette situation qui menace l'avenir du pays en termes de sécurité alimentaire. Ce n'est pas une activité aujourd'hui qu'on peut interdire, mais il faut l'organiser, il faut l'encadrer pour que les 2 types d'activités cohabitent et que ça rapporte à l'économie du pays.
Les réalités sur ces deux sites sont valables pour les centaines de sites d'orpaillage répertoriés sur l'ensemble du pays. Seule une synergie d'action pourra préserver le Burkina Faso de désastres alimentaires à long terme. Autre point de l'actualité, hier, l'Assemblée nationale a validé la mise en place de 2 commissions d'enquête parlementaire. Ces commissions vont travailler sur le fonctionnement du système de l'enseignement et celui de la santé au Burkina Faso. Les enquêtes que ces 2 commissions vont mener s'inscrivent dans le cadre de la mission de contrôle de l'action gouvernementale par l'Assemblée nationale. Le point de la plénière avec Billy Doubasongo et Bouma Ernest Nebier. À cette plénière, il a été essentiellement question pour les députés de valider la mise en place de 2 commissions d'enquête parlementaires. Les secteurs concernés par ces enquêtes sont l'enseignement et la santé. Composées chacune de 10 membres, les commissions vont bientôt passer au peigne fin le système de fonctionnement de l'enseignement et de la santé au Burkina. Vous savez que ces 2 grands secteurs de notre vie nationale connaissent des problèmes. Quand vous prenez aujourd'hui l'enseignement au Burkina Faso, personne ne peut nier qu'il y a des boulots d'éternement. Le grave défi à relever à ce niveau. Au niveau de la santé également, le système de santé, même si les améliorations, reste confronté à beaucoup de difficultés. Et il est du rôle de l'Assemblée de situer, de faire un diagnostic de ces 2 segments et de préconiser à travers des recommandations de résolution à l'exécutif d'agir et d'agir maintenant pour améliorer la situation des Burkinabés. Et c'est à l'unanimité des députés, des groupes parlementaires, que ces 2 commissions d'enquête ont été instituées. Les députés ont également échangé sur l'insécurité qui prévaut actuellement dans le Sahel. Sur la question, le président de l'Assemblée nationale a invité les Burkinabés à avoir des propos allant dans le sens de la défense de la patrie. Et tout acte visant à démoraliser les forces de défense et de sécurité sur le terrain doit être proscrit. En divers, il a échangé avec les députés sur l'organisation prochaine d'un tournoi de football des députés. Une activité sportive qui va se dérouler dans les provinces. Son objectif principal est de renforcer le lien entre les élus nationaux et les populations à la base. Dans un proche avenir, plusieurs voies publiques de la capitale burkinabé auront un meilleur éclairage. La République de la Chine-Taïwan vient en aide à la commune de Ouagadougou pour améliorer l'éclairage public à basse de consommation de la ville. Le montant du financement s'élève à plus de 65 millions de francs CFA. La convention de financement a été signée hier par les 2 parties, Salifou Belem et Draman Dadian. À travers ces signatures, la Chine-Taïwan octroie plus de 65 millions de francs CFA à la commune de Ouagadougou pour améliorer son système d'éclairage public. Le projet consiste à remplacer les lampes de décharge par des lampes LED à faible consommation mais plus éclairées. Nous nous réjouissons aujourd'hui de la signature de cette convention qui favorisera le déblocage de la subvention du gouvernement taïwanais à hauteur de 100 000 € accordée à la commune de Ouagadougou pour la mise en œuvre effective de ce projet d'éclairage public dans les plus brefs délais. Certaines grandes artères de la ville de Ouagadougou, dont le boulevard de l'Indépendance et celui de Charles de Gaulle, de l'avenue Babangida et celle de Monseigneur Thévenot, sont concernés par ce projet d'éclairage public. Notre pays connaît pas mal de problèmes d'énergie et aujourd'hui la tendance est de pouvoir diminuer cette consommation en ayant des équipements à basse consommation. Toute la ville de Ouagadougou est dans une dynamique de changement de ces ampoules. Les travaux d'installation de ces nouvelles lampes LED vont débuter dans un mois, foi du maire de Ouagadougou. Car, dit-il, l'éclairage public fait partie des priorités de sa commune. À l'étranger, Washington a commencé à déployer un bouclier antimissile en Corée du Sud. Les États-Unis agissent ainsi en réponse au nouveau tir de missiles effectué récemment par la Corée du Nord en mer du Japon. Les États-Unis ont entamé le déploiement en Corée du Sud de leur bouclier antimissile THAAD destiné à protéger la péninsule contre une éventuelle attaque de son voisin nord-coréen qui vient de tester de nouveaux missiles balistiques. Mais l'arrivée de ce système de défense ultra sophistiqué dans la région n'est pas du tout du goût de Pékin qui estime que le THAAD risque de nuire à l'efficacité de ses propres missiles.
Nous nous opposons résolument au déploiement du SAD en Corée du Sud et nous prendrons les mesures qui s'imposent pour protéger nos propres intérêts en matière de sécurité. Les États-Unis et la Corée du Sud en subiront toutes les conséquences. Nous les exhortons vivement à stopper ce déploiement. Le déploiement du SAD en Corée du Sud intervient alors que le régime de Pyongyang a procédé ce lundi au tir de 4 missiles balistiques d'une portée de 1000 km, dont 3 ont atteint les eaux territoriales japonaises. Des exercices réalisés sous les yeux du leader nord-coréen Kim Jong-un, comme semblent le montrer ces photos officielles. La Corée du Nord menace régulièrement de frapper ses ennemis et ambitionne de mettre au point un missile capable d'atteindre le sol américain. Doté d'un puissant radar, le bouclier SAD est considéré comme l'un des systèmes de défense les plus performants au monde. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne fête de 8 mars à toutes les femmes et excellente soirée sur la RTV.